Bonsoir tout le monde. Je voudrais remercier d'abord Richard Stock d'avoir accepté si gentiment de venir en Bretagne. À l'origine, c'était ça le projet, à l'Espace West France, qui est bien évidemment fermé, pour nous parler des nouveaux enjeux de la relation franco-allemande. Et je remercie effectivement la FAFA pour l'Europe et en particulier son secrétaire général Jean-Michel Prats, qui nous met à disposition tous les moyens techniques que nous avons développés tout au long de l'année et dont il est le maître d'œuvre. Je vous souhaite à tous une très bonne conférence qui sera certainement suivie d'autres parce qu'apparemment, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, hélas, de ce Covid. Merci. Très bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous, chers amis du franco-allemand et de l'Europe. Je suis ravi de vous revoir virtuellement, alors que je me faisais un plaisir, cher Ulrich, d'aller en Bretagne. Voilà, et comme ce n'est pas encore tout à fait le 31 janvier, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2021, douce et heureuse, qu'elle nous apporte tout ce qui nous a tellement manqué en 2020 et surtout qu'elle nous préserve de toute maladie. Voilà. Alors merci à la FAFA de relayer cette conférence départ, qui se fait en coopération avec la FAFA Bretagne, le GFA, c'est-à-dire le Grand Est franco-allemand, et le CERS. Voilà. Alors pour démarrer, je vais vous faire une introduction sur un certain nombre de différences entre la France et l'Allemagne qui, à mon avis, jouent un rôle, notamment pour tout ce que je vais vous dire ce soir après, en revenant sur les défis, en définitive, de la relation franco-allemande dans les quelques années à venir. Alors, il faut juste que je vois comment... Voilà. Alors, je pense que la première chose qu'il faut rappeler, c'est qu'en France, les dépenses publiques sont énormes. En 2020, on va atteindre les 64% du PIB. Ça veut dire que l'État contrôle l'utilisation de 64% du revenu national. L'investissement public, les pensions, la santé, l'éducation, le logement, soutien aux familles, dépenses du marché du travail, la sécurité, c'est normal, la recherche, etc. En Allemagne, c'est 45%. Donc, ça fait 20 points de PIB d'écart. C'est énorme. Alors, ça se passe bien tant que l'État dépense aussi efficacement que le ferait le secteur privé. Mais si la dépense publique n'est pas efficiente, c'est une charge. Et cette charge, donc effectivement, chez nous, est sans doute beaucoup trop importante. Alors, il y a d'autres mythes comme ça que je vais peut-être vous casser. Il y a moins de syndicalistes en France et en Allemagne. Entre 1980 et 2017, vous le voyez sur mon graphique, de 35% de syndicalistes, on est passé à 17% en Allemagne. De 18% en France, on est passé à 8%. Voilà, mais ce qui est remarquable, chers amis français, c'est que alors que nous étions à parité en 1980, avec 85% de couverture de conventions collectives ou de statuts, en France comme en Allemagne. En Allemagne, on n'est plus qu'à 54%, alors qu'on est arrivé à 98% en France. Alors, je ne peux pas vous l'expliquer ce soir en 2 mots, mais bon, les grandes causes de cette réduction de la couverture, de la protection des salariés en Allemagne, c'est le fait que le Mittelstand, donc les PME, PMI allemandes, ont tous quitté les tarifs Verträge. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus que les grands groupes exotiques, Siemens, Volkswagen, Mercedes, etc., qui ont encore effectivement leurs tarifs, comme on dit en Allemagne, c'est-à-dire leurs conventions collectives. Les autres ont des conventions au niveau de l'entreprise. Alors parfois c'est meilleur que la convention collective de branche, mais parfois c'est aussi beaucoup moins bien. Voilà. Donc là, il y a une grande différence qu'il faut avoir en tête, effectivement, quand on parle d'un certain nombre de choses. Alors,
nous avons en France, du moins on nous le dit régulièrement, la meilleure sécurité sociale possible. D'ailleurs, nous sommes les inventeurs pour certains Français. Ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire, parce que ceux qui la connaissent un peu mieux, notamment dans la région à l'est de la France, en Alsace-Moselle, nous avons que c'est Bismarck qui nous a octroyé la sécurité sociale. Alors, ce n'était pas un socialiste, Bismarck, ne vous trompez quand même pas. C'était un super libéral, mais il avait compris qu'il n'y aurait pas d'industrialisation s'il n'y avait pas une protection des salariés, protection sociale des salariés. Voilà, c'est pour ça qu'il a introduit, contre l'avis du patronat, la sécurité sociale. Mais quand on regarde les courbes que vous avez sous les yeux, il faut quand même qu'on se pose des questions, parce que là, vous voyez le déficit de la sécurité sociale en France à gauche. Vous voyez que c'est permanent, permanent, même quand on nous dit qu'on réduit le trou de la sécurité sociale, mais il y a quand même encore un trou. Vous voyez qu'en Allemagne aussi, entre 1991 et 2017, il y a des années où on est en déficit, mais vous voyez que les années suivantes, on rétablit la balance parce qu'on augmente les cotisations. En France, on n'augmente quasiment pas les cotisations, mais par contre, on a tellement appauvri notre système de santé qu'aujourd'hui, on a 40% de moins de lits de réanimation face à la Covid qu'en Allemagne. Voilà, une situation dont les Français n'ont pas conscience. Et quand, dans certaines de mes interventions, je dis au public, mais comment ça se passe là quand on vous rembourse votre visite chez le médecin, comment ça se passe? Les gens disent, ah oui, on me rembourse. Et je dis, mais on me rembourse avec quel argent? Avec le déficit de la sécurité sociale. Oui, mais le déficit de la sécurité sociale, comment on le finance? On finance par l'emprunt. On emprunte pour vous payer votre médecin. Et vous trouvez normal que ce sera vos enfants, que ce seront vos enfants et vos petits-enfants qui vous remboursent votre médecin d'aujourd'hui? C'est moralement inacceptable. Mais on est anesthésié. Alors c'est violent ce que je vous dis, mais c'est aussi la réalité. Cohésion territoriale. Là, vous avez retracé sur les deux graphiques, Allemagne à gauche, vous le voyez, et France à droite, en fait, les grands centres où se concentre la fabrication du PIB. Alors, vous voyez, en Allemagne, il y a 4 villes qui ressortent du conglomérat: Berlin, Hambourg, Munich, Francfort. Ça ne nous étonne pas. Mais derrière, autour, il y a plein d'autres villes, grandes, moyennes, voire petites. Effectivement, vous voyez que chaque rond, effectivement, représente de la production de richesse. Regardez la France. Vous avez 2 grands ronds en bleu qui sont Paris et Hauts-de-Seine. Et puis vous avez 2 ronds au nord, qui est le nord, effectivement, et le Rhône au sud, voilà, 2 départements. Et après, vous avez encore quelques grandes villes qui sont autour de ce paquet. Et derrière, il y a le désert français. Ça fait des années qu'on dénonce ça. Les grands géographes, depuis longtemps, nous disent que cette cohésion n'est pas bonne. Mais nous avons 35 ou 36 000 communes. Ça a changé un peu ces derniers temps. Voilà. Il y a beaucoup moins en Allemagne. En Allemagne, quasiment, il n'y a plus de communes de moins de 10 000 habitants, sauf quelques exceptions. En France, on a 30 000 communes de moins de 500 habitants. Non. Quelle est leur capacité, leur capacité économique avec 500 habitants? C'est zéro. C'est des communes qui tendent la sébille aux autres pour se faire financer. Mais c'est une réalité française qu'il ne faut pas perdre de vue. Et puis, je ne vais pas ouvrir le débat sur le millefeuille politico-administratif, mais il n'est pas si différent que celui de l'Allemagne, en définitive. Un mot quand même sur notre information sur l'Union européenne, parce que c'est à Bruxelles que se décide une bonne part de ce qui deviendra ensuite de la législation nationale. 30 à 40% de la législation française, c'est de la transposition de législation
européenne, c'est essentiellement des directives, bien entendu, hein, qui sont transposées par le Parlement français ou le Parlement allemand, etc. Mais la représentation, hein, alors la représentation des médias français pour informer, hein, le citoyen et les citoyennes françaises, c'est 40 correspondants. Hein, 40 correspondants, mais les grands médias audiovisuels qui sont regardés tous les jours, hein, comme par exemple France Télévisions, l'ensemble du conglomérat France Télévisions, c'est-à-dire France 2, France 3 et les autres chaînes, sont représentés par 2 journalistes à Bruxelles. 2 journalistes. Hein. La plupart des journalistes français qui sont à Bruxelles, ils sont pour faire carrière là-bas. Il n'y a pas d'aller-retour entre les rédactions nationales ou régionales et puis Bruxelles. Vous connaissez tous Quatremer, vous connaissez sans doute peut-être aussi Pascal Verdeau. Pascal Verdeau de France 3, il y est depuis 1997. Isabelle Horry d'Europe 1 y est depuis 2005. Alors, je ne critique pas le fait qu'il soit resté à Bruxelles aussi longtemps, mais ce que je regarde, c'est que quand on compare avec l'Allemagne, on s'aperçoit que là-bas, les Allemands, ils ont actuellement plus d'une centaine de journalistes à Bruxelles qui sont accrédités. Des médias nationaux, mais aussi des médias régionaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du turnover. Ça veut dire qu'au bout de 2 ou 3 ans, ces journalistes repartent en Allemagne et viennent enrichir les rédactions régionales et nationales de leurs connaissances et de leurs compétences européennes. Et c'est ça qui manque chez nous. C'est que la compétence, il y en a un tout petit peu à Bruxelles avec nos 40 journalistes, mais ça ne rayonne pas dans nos médias nationaux. Et ce qui fait qu'effectivement, nous avons un énorme déficit. Et quand je vous ai mis un exemple, parce que franchement, quand j'ai entendu ça, j'ai vraiment bondi quand on m'a dit, parmi les nouvelles de l'étranger, à Strasbourg, le Parlement européen vient d'investir Ursula von der Leyen comme présidente de la Commission européenne. À l'étranger. Mais l'Europe n'est plus notre étranger. C'est notre milieu de vie. Il y a des efforts à faire en la matière. Alors, l'axe franco-allemand en Europe, parce que c'est ça qui va plutôt nous intéresser ce soir. Alors, ce qu'il faut dire, que les crises ont toujours fait que le franco-allemand a réagi et a proposé des solutions, mais uniquement pour les crises. Parce que tous les efforts de notre actuel président de la République, Emmanuel Macron, souvenez-vous de son discours à la Sorbonne, de son discours à Athènes, tous ces sauts qualitatifs, toutes ces accélérations européistes qui allaient préparer l'avenir de l'Union européenne ont été freinés, voire refusés, effectivement, par nos amis allemands. Madame Merkel n'a même pas répondu, en définitive, au dernier article que M. Macron avait publié, où il redonnait encore une fois un certain nombre de mesures que nous pourrions faire juste avant le Covid. Non, c'est en définitive la présidente du parti CDU qui a répondu à M. Emmanuel Macron. On voit bien la différence. D'un côté, vous avez le chef de l'État qui fait des propositions, et de l'autre côté, le chef de gouvernement ne prend pas la peine de répondre, mais laisse le soin de répondre au parti politique, alors que M. Macron n'a pas parlé au titre de son parti politique. Donc, il y a ce décalage qui, effectivement, jusqu'à la crise sanitaire actuelle, nous a effectivement freiné. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en introduction, pour placer le cadre. Alors, vous voyez que ça va être sans doute relativement critique, cette soirée, mais je pense que c'est tout à fait nécessaire. Donc, 2 grandes parties. 2021 centré sur la France, l'Allemagne et l'Europe. Et puis, derrière, toute une série de défis géopolitiques qu'on va examiner ensemble, le tout très rapidement, parce que la carte est pleine, comme vous pouvez le voir, au menu de ce soir.
mais on va quand même passer en revue. Hein. Alors, pour 2021, on va parler de la solidarité intra-européenne, les urgences face à la crise pandémique, le plan de relance Next Generation, hein, les autres défis européens, qu'est-ce qui va se passer dans nos pays, 18 mois de campagne électorale, le chancelier allemand, hein, le futur chancelier allemand évidemment, et les démocraties quand même. Hein. Alors, je vous ai fait un dessin hein, pour la solidarité inter-européenne pour vous montrer comment elle doit se jouer cette solidarité. Hein. C'est-à-dire, vous l'avez reconnu, c'est un petit biscuit que vous connaissez, hein, qui est recouvert de sucre, voilà, avec un trou au milieu. Hein, voilà, je trouvais ça excellent. Hein. Donc, en définitive, la solidarité, elle se joue comment? Ben, elle se joue entre le trou et le bord du donut. Hein. Le trou, c'est le fondement social. Il faut que personne ne tombe dans le trou, hein, qu'il n'y ait pas de privation humaine critique. Or, nous avons une augmentation de la pauvreté, aussi bien en Allemagne qu'en France. Donc, il y a un certain nombre de nos concitoyennes et concitoyens qui sont tombés dans le trou. Hein. Et puis, nous avons un plafond écologique. Hein. Il faut sauver hein, la planète hein, pour non plus dire qu'on l'a empruntée à nos enfants parce qu'on est en train de la voler à nos enfants, la planète. Voilà. Alors, en fait, on a sur le donut cet espace juste et sûr pour l'humanité qui est celui de la solidarité intra-européenne. C'est là-dessus qu'elle doit se jouer, hein, entre le fondement social et le plafond écologique. Hein. C'est comme ça qu'on pourra sortir du dilemme fin de mois ou fin du monde. Hein. Voilà. C'est simplement une forme graphique pour vous montrer comment c'est difficile, en définitive, d'ajuster des politiques de solidarité. Alors, sur la pandémie. Sur la pandémie, je pense qu'il faut clairement dire quand même que il y a un véritable exploit diplomatique, politique et moral de l'Union européenne pour cette coopération transnationale pour faire face à la pandémie, notamment pour faire vacciner les populations. Mais il faut souligner d'entrée de jeu d'abord, parce que je crois qu'on a vraiment perdu de vue, hein, qu'on est rentré brutalement dans un changement de paradigme que personne n'a vu arriver, qui est de dire c'est le citoyen, la citoyenne qui sont au centre des décisions, et pour ça, on met l'économie à l'arrêt. C'est la première fois au monde qu'on a mis l'économie à l'arrêt au profit de l'homme et de la femme. C'est un colossal changement de paradigme dont on n'a pas encore mesuré toutes les conséquences et qu'on n'a pas véritablement intégré. Alors, la pandémie était annoncée, on savait. Le dernier livre blanc et l'avant-dernier livre blanc sur la défense française annonçait effectivement que nous aurions des pandémies mondiales à un rythme d'une pandémie pour tous les 10 ans. Et qu'est-ce qu'on a fait en France? Eh bien, on n'avait plus de masques, on n'avait plus d'équipements et on a réduit les lits de réanimation. Voilà. On était dans l'impréparation totale. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi dire que s'il y a des écarts de performance en Europe entre les pays, ce n'est pas la stratégie de la Commission qui est en cause, mais c'est l'organisation de chacun des États. Hein. Et en ce qui concerne la vaccination, il faut quand même voir qu'on est face à des campagnes de désinformation au service de différents intérêts politiques, beaucoup de populisme, aussi bien à l'échelle mondiale qu'à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale. Alors, je ne vais pas prendre l'exemple de la France ou l'Allemagne, mais montrer, par exemple, quelle est la situation actuelle en Hongrie, parce que ça combine tout ça.
M. Orban, pendant des mois, a dit on ne pourra pas faire confiance aux vaccins proposés par l'Union européenne. D'abord, on ne les aura pas et ce sera des vaccins douteux, etc. Il vaut mieux qu'on achète des vaccins russes et des vaccins chinois. Voilà. La situation aujourd'hui, c'est que les vaccins chinois et russes ne sont pas arrivés à Budapest. Par contre, le vaccin européen est arrivé, mais il ne trouve pas de preneur. Parce qu'il n'y a que 15% des Hongrois actuellement qui envisagent de se faire vacciner. Ben, c'est clair, quand vous dénigrez pendant des mois et des mois, à travers tous les médias possibles, le vaccin européen qui va venir, vous avez ce résultat-là. Voilà. Et ça, vous avez un peu dans tous les pays des gens qui nient la pandémie, qui nient la qualité des vaccins, etc. Et puis, bien entendu, il y a toutes les hésitations des gouvernements qui sont aux affaires, mais personne n'a d'expérience en la matière. Mais je pense que nous aurons des commissions d'enquête qui feront le bilan quand on aura tout ça derrière nous et on verra quand même effectivement comment il faut faire pour se préparer à ces maladies de civilisation que sont les pandémies, parce qu'on en aura d'autres. Et on voit bien effectivement que les systèmes technologiques et administratifs sont devenus trop complexes et que tout ça conduit à une aggravation importante de nos vulnérabilités. Voilà, j'y arriverai. Prochain sujet, c'est réussir le plan de relance qu'on appelle Next Generation. Donc là, très clairement, les 27 pays de l'Union européenne ont dit qu'il faut donner la priorité au climat, à la transition énergétique et au numérique. Je crois que c'est bien positionné. Maintenant, il faut simplement, effectivement, qu'on puisse dépenser efficacement cet argent. Je vous ai mis le petit graphique à côté. L'Italie va avoir 77,1 milliards d'aides, mais le gouvernement a démissionné aujourd'hui. C'est vraiment pas bon signe. Vraiment pas bon signe. Voilà. Donc, en France, on aura un peu plus de 41 milliards, l'Espagne 70 milliards, la Pologne 35 milliards, mais la Pologne pose d'énormes problèmes du respect de l'état de droit, grâce à ce parti national populiste qui est au pouvoir en Pologne. L'Allemagne elle-même reçoit 26,7 milliards aussi d'aide, donc ce qui n'est pas négligeable. Alors, bien sûr, on va avoir un défi qui est de faire respecter les valeurs de la démocratie et de l'état de droit. Au passage, je veux juste faire une parenthèse, parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers mois, et notamment aussi à propos du projet de loi sur la confortation des valeurs de la République. Parler des valeurs de la République, ça n'a pas de sens pour tous les autres citoyens du monde. Parce que les régimes les plus autoritaires se disent aussi des républiques. Et quand M. Macron fait une intervention à Al Jazeera pour expliquer les valeurs de la République et qui s'adresse à des Égyptiens, à des Iraniens, à des habitants d'Arabie Saoudite, etc., ils disent, mais comment ça, valeur de la République? Nous aussi, on vit dans une République. Oui, mais ce qui nous différencie, c'est la démocratie, c'est les valeurs de la démocratie. Et il faut qu'on arrête, effectivement, d'utiliser une terminologie qui est incompréhensible en dehors de l'éducation nationale française. Ce qu'il faut défendre, c'est les valeurs de la démocratie et l'état de droit. Et je ferme ma parenthèse, parce que ça me semblait important de le souligner, au moins en passage. Et puis maintenant, espérons qu'on fera un bon usage des 750 milliards d'aides. Je signale quand même au passage, c'est mon deuxième graphique, que les plans de relance allemands et français ne sont pas équivalents.
Le plan de relance national allemand, c'est 8,3% du PIB. Hein. Le plan de relance français, c'est 5,1% du PIB. Hein. C'est-à-dire que là aussi, on prend du retard sur la relance qui va être faite entre la France et l'Allemagne. Ben, c'est tout simplement, et je vous le montrerai plus tard, je vous le dirai plus tard, on n'a pas la même marge de manœuvre que l'Allemagne à cause de notre endettement. Notre endettement était, avant la pandémie, trop important déjà. Après la pandémie, il est évidemment encore d'une autre nature. Alors, ce qu'on a aussi comme défi européen, hein, qui concerne l'Europe, c'est la déstabilisation turque. Hein. M. Erdogan est en train de mener 5 guerres différentes. Hein. Il est en Libye, hein, comme vous le savez. Hein. Il est à l'origine de la guerre qui s'est aujourd'hui stabilisée dans le Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, parce que sans M. Erdogan, l'Azerbaïdjan n'avait pas les moyens d'attaquer l'Arménie. Hein. Il est en Méditerranée orientale où il fait des sondages dans les eaux souveraines de la Grèce ou de Chypre. Il est en Syrie, hein, et il est en Irak du Nord, hein, où il combat les Kurdes, qui étaient il y a peu de temps encore nos alliés. Hein. Voilà, ça c'est les 5 guerres que mène M. Erdogan actuellement. Il achète des armes hors OTAN, c'est-à-dire il achète des armes à M. Poutine, hein, alors qu'il est le chef de la 2e armée de l'OTAN. La première armée, c'est évidemment les États-Unis. La 2e, c'est l'armée turque. La 3e, 4e, c'est la Grande-Bretagne et la France. Voilà. Ça nous pose un grand problème, hein, dans cette alliance qu'est l'OTAN. Et puis, n'oublions pas que M. Erdogan est aussi le parrain du contrôle des flux migratoires vers l'Europe. Il contrôle ce qui vient en définitive de Syrie et d'Irak, etc., hein, du Moyen-Orient, à travers la Turquie, qui va vers la Grèce et vers les Balkans. Hein, quand il veut, il ouvre un peu les portes, ou il laisse partir un certain nombre de bateaux. Hein. Il est en Libye, hein, d'où partent les principaux flux qui viennent d'Afrique. Voilà. Donc, en définitive, on est à sa merci. Hein. Et en plus, il a une réserve énorme, hein, de migrants chez lui, hein, qu'il a accueillis dans des camps que nous, Européens, nous finançons, il faut quand même le souligner, mais on lui a donné les clés de nos frontières extérieures. Hein. C'est un point de fragilisation, hein, et là-dessus, nos positions respectives entre la France et l'Allemagne ne sont pas tout à fait identiques. Hein. L'Allemagne continue et veut maintenir un dialogue avec M. Erdogan, alors que M. Macron serait presque prêt à faire la guerre avec les Grecs contre la Turquie. Hein. Donc, on voyait bien qu'on a des différences d'analyse assez importantes là. Hein. Bon, des politiques migratoires et d'asile, bon, c'est contrôle aux frontières extérieures, etc. Et ça, il faut effectivement qu'on réforme tout ça. Les accords de Dublin, ça n'a plus de signification du tout aujourd'hui. Hein, et il faut qu'on organise l'accueil, hein, des migrants, plutôt des gens qui ont besoin de protection et de l'asile, hein, et qu'il y ait une solidarité dans l'accueil qui n'existe pas aujourd'hui. Et s'il y a des pays qui ne veulent pas, hein, accueillir des chercheurs d'asile, il faut en définitive les faire passer à la caisse. Hein. Vous voyez que je pense en particulier à la Pologne, hein, qui a complètement oublié les valeurs morales des 10 commandements de l'Église catholique, et qui est la championne de délivrance de visas pour des migrants économiques. C'est pas beaucoup, hein. Mais c'est la Pologne qui délivre, hein, des centaines de milliers de visas chaque année à des travailleurs migrants ukrainiens, russes, biélorusses, etc., pour maintenir, hein, son économie à flot.
hein. Voilà. Construire une stratégie et une défense européenne, on a beaucoup de menaces autour de nous, hein. L'Ukraine, la Russie, le Moyen-Orient, le Sahel, etc. Je ne vais pas tout détailler là, mais nous avons des problèmes importants pour construire une stratégie, pour développer des outils de défense, hein. Par exemple, la position récente du SPD en Allemagne qui refuse l'acquisition de drones armés, hein, ou qui pourraient être armés, le cas nécessaire, pose un problème important, hein, qu'il faut qu'on arrive, parce que ça remet en cause l'avion de combat du futur, qui est un avion, certes, mais entouré, hein, d'un nuage de drones, etc. Hein, et si on ne peut pas effectivement développer des drones armés, on ne pourra pas développer ensemble l'avion de combat du futur, comme on n'est pas en mesure aujourd'hui de moderniser ensemble les hélicos Tigre, parce que là aussi, il y a des réticences du côté allemand. Alors, 18 mois de campagne électorale. D'ici l'automne 2022, 10 des 16 Länder allemands auront eu des élections législatives et renouvelé leur Landtag. Voilà. Il y a l'élection du Bundestag le 26 septembre 2021 qui va conduire donc effectivement sans doute à un changement de gouvernement, on verra, hein, voilà. Et en France, les régionales et départementales qui devaient se tenir au mois de mars se tiendront peut-être en juin, mais c'est de plus en plus incertain et on parle aujourd'hui plutôt de les repousser carrément d'un an, c'est-à-dire au printemps 2022. Hein. Voilà, sans doute après même, hein, les élections présidentielles et les élections législatives en France qui sont prévues au mois de mai et juin en principe en France. Donc il y a effectivement des élections importantes, notamment ce sont les élections les plus importantes depuis la réunification de l'Allemagne, hein, et c'est aussi donc des élections très importantes pour l'Europe. Alors, aujourd'hui, on sait que le candidat probable de la CDU, hein, ce n'est pas définitif, il est le chef du parti, mais il n'est pas encore le candidat désigné, ce serait M. Armin Laschet. C'est sans doute le meilleur candidat pour la France, hein. C'est un frontalier, vous savez, qui vient d'Aix-la-Chapelle, hein, il sait ce que ça veut dire, le transfrontalier, ce qui est toujours important, hein. Il a été eurodéputé, vraiment, il a un bon profil vu de France, hein. Après, on a peut-être la candidature du troublion Markus Söder, hein, l'actuel ministre-président de Bavière, à voir. Il est de plus en plus populaire. Comment se feront les négociations de CSU et de CDU, on ne le sait pas encore. Les sociodémocrates, avec leur candidat Olaf Scholz, sont actuellement crédités de 15% à peu près. C'est plus que les socialistes en France, hein. Donc, mais c'est effectivement une perte de vitesse, un déclin qu'on observe dans tous les pays européens en ce qui concerne la social-démocratie, hein. Voilà. Les coalitions en Allemagne sont, vous le savez, décidées après le vote, les législatives. Actuellement, les sondages donnent à penser que ce serait plutôt Schwarz-Grün, c'est-à-dire la CDU et les Verts, hein. Mais on peut avoir des surprises, hein. Ce n'est pas du tout sûr. Et il est possible aussi que le SPD continuera à jouer un rôle dans une prochaine coalition, hein. Ça, on le verra fin septembre, quand on aura fait les comptes des élections. Mais c'est fondamental, hein, pour la France, pour l'Europe et naturellement pour l'Allemagne, hein. Alors, les démocraties européennes ne sont pas à l'abri de ce qu'on a vu aux États-Unis le 6 janvier dernier, hein. Souvenez-vous qu'on a eu quand même un certain nombre de radicaux qui ont gravi les marches du Bundestag ou du Reichstag il n'y a pas longtemps à Berlin, hein.
on a des signes de défiance généralisée dans tous les processus électoraux en Europe. Hein. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on n'a pas forcément besoin, et ça on le voit aussi pour le terrorisme aujourd'hui, hein, et de terrorisme islamique, hein, ou le terrorisme d'extrême droite, on n'a pas forcément besoin, en définitive, d'organisations spécifiques qui poussent à commettre des crimes. Non, c'est tout simplement le fait qu'on mobilise des individus instables, hein, par une diabolisation, hein, implacable et publique d'ennemis potentiels. Hein, et puis, en définitive, hein, ça les incite, hein, à l'action, hein, par la haine qu'on propage vis-à-vis de certaines cibles, les immigrants, les musulmans, les juifs, les ONG, etc. Voilà. Ça, c'est inquiétant et c'est un mouvement de fond dans toute l'Europe. C'est aussi valable en Allemagne. Pensez aux attentats contre certaines synagogues récentes, mais aussi en France. Donc, nos démocraties sont en danger. Il faut qu'on soit très vigilant. Ça, c'était ma première partie. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième partie, et donc là on va reparler évidemment de l'équilibre USA-Europe-Chine, les habits neufs de la mondialisation, comment on se positionne, hein, la relation ou les relations UE-Chine, qu'est-ce qu'on fait avec Moscou, hein, qu'est-ce qu'on fait avec les USA, avec la nouvelle administration Biden bien sûr, hein, quels sont nos vision de la relation transatlantique et un certain nombre d'autres défis qu'on va regarder ensemble. Alors effectivement, on est actuellement dans un choc entre trois pôles, hein, qui dominent la mondialisation, hein, mais il y a d'autres pôles qui vont émerger au fil des années, hein, donc il y a là un véritable défi, hein, géopolitique, stratégique, sur lequel il faudra qu'on voit ce qui se passe. Actuellement, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on a trois pôles qui sont bien organisés: l'Amérique du Nord, hein, Canada, USA, Mexique, l'Union européenne au centre de ma carte, et l'Asie, hein, Pacifique, Asie, voilà, et le Mercosur en Amérique latine, qui essaye de s'organiser, mais qui a beaucoup de mal, qui est même plutôt en régression. Hein, voilà. Mais il y a aussi une démarche africaine, hein, qui est en train de se mettre en place, hein, de façon à transformer quasiment l'ensemble du continent africain en zone de libre-échange. Donc, cette organisation en grande zone de libre-échange est un mouvement qui est vraiment partagé sur l'ensemble de la Terre. Et puis, je n'ai pas parlé de ce que Poutine essaye de faire de son côté, mais qui ne fonctionne pas terriblement non plus. Par contre, ce qu'il faut quand même voir pour les trois ensembles les mieux organisés, hein, c'est qu'en Europe, nous sommes importants, mais c'est que les autres sont dominants. Hein. En nombre d'habitants, c'est l'Asie. Hein. Voilà, hein, 2,2 milliards. Hein. Derrière, il y a l'Amérique du Nord, hein, à peu près un demi-milliard, et puis nous, on est à peu près 350 millions, 340, 350 millions. Hein, voilà, donc on pèse le moins en termes de démographie. Hein. En termes d'endettement, c'est là aussi l'Asie qui est la moins endettée, c'est-à-dire celle qui a le plus de marge de manœuvre pour investir, pour emprunter. Hein. L'Amérique et nous, on est à peu près au même niveau, à plus de 90% d'endettement, hein, par rapport au PIB. Mais la puissance économique, hein, c'est ça qui nous interpelle le plus, c'est que, en définitive, en PIB, c'est 26 milliards pour Asie-Pacifique, c'est un peu plus de 24 milliards pour l'Amérique du Nord, et c'est 15
15,6 pour l'Europe 27. Hein. Voilà. Donc, vous voyez que nous ne faisons plus le poids. Hein. Nous ne faisons plus le poids. C'est pour ça que nous devons être particulièrement vigilants. Hein. Et alors, pour vous donner quand même quelques indications intéressantes, l'accord NAFTA, hein, qui dit le Canada, les USA et le Mexique, c'est un produit de M. Trump, celui dont on dit en permanence qu'il est contre le multilatéralisme. Mais c'est lui qui l'a fait, hein, effectivement. Hein. Et ce qui m'a interpellé particulièrement, c'est qu'il y a réussi à y donner une dimension sociale que nous, on n'arrive pas à mettre dans nos accords de libre-échange. Je lis dans cet accord nord-américain qu'un Mexicain de l'industrie automobile ne peut gagner moins de 70% de ce qu'il gagnerait s'il était à Detroit, c'est-à-dire dans l'industrie automobile américaine. Compte tenu de la parité des pouvoirs d'achat, c'est remarquable. Ça veut dire que les salaires au Mexique vont augmenter grâce à M. Trump. Ça donne un autre éclairage de la situation. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les intégrations commerciales, il faut qu'elles impliquent l'harmonisation progressive des normes salariales, ce que Trump a fait, environnementales, là, il ne brille pas trop, évidemment, les normes techniques et toutes les autres normes qui rentrent en ligne de compte. Les normes techniques sont très importantes parce que c'est les géants qui imposent les normes aux autres. Ça veut dire que si l'Asie s'impose, comme on le craint, demain, nous allons transformer nos chaînes de fabrication pour les adapter aux normes chinoises. C'est une perte de compétitivité énorme. Attention, il faut vraiment faire attention. Or, nous ne sommes quasiment pas présents dans les organismes de normalisation, ISO, dont vous avez sûrement entendu parler. Les Chinois sont là, en masse. Les Américains sont là. Les Britanniques sont là. Les Allemands sont là. Il n'y a pas de Français, ou quasiment pas. Après, il ne faut pas s'étonner, effectivement, que, oui, notre industrie, en permanence, doit s'adapter à des normes que d'autres nous imposent. Relation Europe-Chine. On vient de signer un accord de protection des investissements voulu par Mme Merkel, voulu par l'Allemagne. On l'a signé dans les tout derniers jours du mois de décembre. Et alors, on nous a dit, mais oh là là, on aurait dû attendre l'arrivée de l'administration Biden, consulter les Américains pour voir si on devait signer ça, etc. Mais non, mais il faut qu'on arrête de se mettre sous la tutelle des États-Unis. Si on veut jouer notre rôle comme puissance économique et politique, il faut effectivement qu'on prenne ce genre d'accord. Et alors, quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que le même M. Trump, dont je vous ai déjà parlé, a aussi conclu la première phase d'un accord commercial avec la Chine en 2020, malgré la guerre commerciale qu'il menait contre la Chine. En sous-main, il a signé un accord commercial pour protéger les investissements américains en Chine. Ça veut dire qu'en d'autres termes, l'accord UE-Chine, c'est un rattrapage. C'est pour que les entreprises européennes aient les mêmes garanties que les entreprises américaines. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, effectivement, il faut qu'on s'organise mieux. Et Mme Merkel a eu raison de nous obliger à signer cet accord qui est un premier pas pour aller dans la bonne direction. Parce qu'un continent de 1,2 milliard d'habitants, on ne peut pas l'ignorer. Et quand on voit la zone commerciale qui s'est offerte avec cet accord Asie-Pacifique, il faut vraiment qu'on les prenne en considération et qu'on se prépare. Bon, alors, quelle position face à Moscou? C'est d'abord un problème allemand, il faut le dire. Aujourd'hui, je vous ai mis le graphique. 94% du gaz utilisé en Allemagne est importé.
dont plus de 50% viennent de Russie. Pour moi, c'est une dépendance. Ils n'ont plus les moyens en Allemagne de diversifier leurs fournisseurs de gaz. C'est d'ailleurs l'argument qu'utilisait M. Trump et que continuera à utiliser l'administration de M. Biden pour dire Nord Stream 2, c'est une erreur géopolitique. Il faut arrêter Nord Stream 2. Pour l'instant, ils ont réussi à bloquer Nord Stream 2. Il ne reste que 120 km à faire. Mais avec les sanctions qu'ils ont mis en place, effectivement, pour l'instant, ils bloquent le dossier. Mais je crois effectivement qu'il faut qu'on y réfléchisse en Allemagne parce que le gaz, c'est une énergie fossile de transition. Parce que la consommation va baisser face à la montée des énergies renouvelables. Alors, est-ce qu'il est normal de doubler ce tuyau anti-européen? Parce qu'un vrai tuyau européen de transport de gaz, il aurait dû passer de la Russie vers les États baltes, de traverser les 3 États baltes, vous avez la carte en tête, à travers la Pologne pour arriver en Allemagne. Ça, c'était de la solidarité européenne. Ce que Gazprom ne voulait pas pour Nord Stream 1 et ne veut pas non plus pour Nord Stream 2. Donc, c'est pour ça qu'on peut le dire, c'est un tuyau anti-européen et qui accroît une dépendance trop importante de l'Europe vis-à-vis de la production russe, en sachant maintenant que les conséquences de l'affaire Navalny peuvent très bien aussi faire en sorte qu'il y ait une forte opposition qui se crée en Europe pour dire qu'il ne faut pas terminer ce tuyau jusqu'au bout et le laisser en l'état. On verra. La relation commerciale avec les USA, c'est clair que Trump avait commencé par dire « il y en a marre que le consommateur américain soit le consommateur de dernier recours pour l'Europe et pour la Chine, avec donc d'énormes déficits commerciaux que les États-Unis finançaient par la dette extérieure. Donc, cette position ne va pas changer. M. Biden ne va pas changer cette position-là. Il fera pression sur l'Europe et notamment sur l'Allemagne pour davantage d'importations US et la réduction de l'excédent de la balance courante. C'est clair, ça. En ce qui concerne la France, est-ce qu'il reviendra sur les taux de douane qui frappent nos produits actuellement? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Voilà. Donc, on verra. Je crois que dans le fond, rien ne changera, sauf qu'on sera un peu plus courtois et plus amical avec nous. Et on aura moins d'instructions combinatoires via Twitter. Voilà, c'est ça qui va changer, mais pas le fond des relations. Il faut voir aussi que technologiquement, pour l'industrie numérique, nous ne sommes pas indépendants des États-Unis. Je vous ai mis la capitalisation boursière des entreprises technologiques, mais entendez numérique. Le très gros, très bien, c'est les États-Unis. Et le petit trait que vous aurez peut-être du mal à voir là, tout près de zéro, ça, c'est la capitalisation européenne. Ben oui. Nous n'avons pas de Google, nous n'avons pas d'Amazon, nous n'avons pas Cisco pour les réseaux, nous n'avons pas d'Oracle pour les bases de données, nous n'avons pas Microsoft, nous n'avons pas Facebook, nous n'avons pas Twitter, nous n'avons pas IBM, nous n'avons pas Apple. Voilà. On est totalement dépendant des États-Unis pour l'évolution vers l'industrie 4.0, comme on dit en Allemagne, et vers tout ce qui concerne en fait l'économie numérique demain. Voilà. Donc, très difficile d'entrer en conflit avec les USA. Il va falloir, en fait, faire ce que les Américains vont nous dire pour qu'on reste dans la course. En termes de sécurité, il faut
arriver à un rééquilibrage entre les USA et l'Europe. Alors, la situation aux USA est devenue un foyer potentiel d'instabilité. On a un terrorisme d'extrême droite aux USA qui est soutenu. Souvenez-vous que M. Trump, aux dernières élections, a eu plus de voix que M. Obama, lorsqu'il a été élu président de la République, qui a vraiment une coupure très nette des USA. Et d'ailleurs, si vous lisez le discours d'investiture de M. Biden, il y a 3 lignes sur les relations commerciales étrangères, et les 4 pages, le reste des 4 pages, c'est l'unité de la nation américaine. C'est ça, sa priorité. C'est une priorité intérieure, pas une priorité extérieure. Pour nous, Européens, ce qui nous met dans des situations très délicates, c'est que différents traités de désarmement sont soit en voie d'abandon, c'est celui sur les forces conventionnelles, le FNI, c'est les forces nucléaires intermédiaires, c'est-à-dire c'est ça qui tombe sur l'Europe quand ils se mettent à tirer des 2 côtés, intermédiaires. Là, c'est le terrain de jeu, c'est nous. Le ciel ouvert, voilà. Et probablement en extinction, c'est le traité New Start qui va arriver en échéance cette année, et on espère qu'il va être reconduit. Ça, c'est la limitation des armes stratégiques nucléaires. Voilà. Ça veut dire qu'on a face à nous un vide très dangereux d'instruments de régulation de la violence. Et c'est pour ça que M. Macron a dit, mais l'OTAN est en mort cérébrale. Parce que comment l'Alliance a-t-elle pu laisser faire ça, faire en sorte qu'en définitive, on n'ait plus d'instruments de régulation de la violence, alors que c'est son sujet central. Il faut vraiment qu'on mène une réflexion stratégique entre Européens, et ça, du côté allemand, c'est très difficile, voilà, pour diverses raisons, et aussi au sein de l'OTAN avec nos autres alliés, et notamment avec les USA, pour bâtir un nouveau cadre de contrôle des armements. C'est absolument indispensable pour nous, Européens. Mais nous n'avons pas la même vision des relations transatlantiques. Il y a 2 pays qui sont en bleu, c'est la France et l'Allemagne, qui disent on maintient de bonnes relations avec les États-Unis, mais on prépare le désengagement des USA en Europe. Voilà. Et puis tous les autres qui nous expliquent oh non, il faut élargir les liens stratégiques avec les États-Unis, même au-delà de la sécurité. Voilà. Non, ça c'est une vision du passé. C'est une vision du passé. Il faut clairement qu'on ne soit plus à la merci des rythmes électoraux américains. Parce que là, M. Biden est en place, il a une majorité fragile au Sénat, parce que la vice-présidente, qui est aussi présidente du Sénat, a une voix prépondérante. Mais dans 2 ans, on repart dans les élections législatives aux États-Unis. Quelles seront les majorités? Dans 4 ans, qui sera réélu ou élu? M. Trump, il sera de nouveau dans la course. Il a un capital de voix énorme, qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc, plein d'incertitudes qu'il faut qu'effectivement nous préparions le désengagement des États-Unis en Europe et la prise en charge par nous-mêmes de notre sécurité et de notre défense. Alors, les autres défis extérieurs qu'on va juste lister, parce que je regarde quand même l'heure, c'est le Brexit, dont on est loin d'avoir vu le bout, le conflit au Sahel et la déstabilisation de la Libye, la reprise ou l'abandon de l'accord sur le nucléaire iranien, l'aboutissement ou non du processus de paix en Afghanistan, la menace de l'État islamique, de Daesh, qui n'est pas éradiquée, la guerre dans l'est de l'Ukraine et la stabilisation, espérons-le, par les Russes, du Haut-Karabakh. Voilà. Alors, ça encore,
Alors, j'en arrive maintenant à vous faire quand même 3 points de conclusion. Et puis, c'est à vous que vous aurez la parole, enfin, parce que je pense que je vous ai tellement provoqué, vous aurez sûrement des réactions, et je m'en réjouis d'avance. Première chose, c'est qu'il y a une petite minorité d'Européens et d'Européennes qui savent ce que c'est qu'un État fédéral. C'est traditionnellement l'Allemagne et l'Autriche. Nouveau dans le club, c'est la Belgique. Voilà, qui savent ce que c'est qu'un État fédéral. Tous les autres connaissent l'État unitaire qu'on a inventé au Moyen Âge, qui est centralisé ou décentralisé. La France, elle se centralise plutôt ces dernières années plutôt que se décentraliser. Vous voyez que l'Espagne, elle est juste à cheval entre l'État unitaire et l'État fédéral. Si demain, le Pays basque ou la Catalogne obtiennent une constitution, ça devient donc l'équivalent d'un land allemand et l'Espagne sera un royaume fédéral. Voilà. Ce qui fait que lorsqu'on imagine la gouvernance européenne, la plupart des citoyens européens, ils ne comprennent pas ce que c'est que l'État fédéral. Vous savez, les meilleurs fédéralistes en France, c'est ceux qu'on appelle les souverainistes. Je sais, quand je dis ça, je surprends, mais en fait, les souverainistes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il ne faut pas que tout le pouvoir aille à Bruxelles. Mais dans un État fédéral, le sommet, le Bund en Allemagne, il n'a pas toutes les compétences. Il n'a que les compétences qu'on lui a strictement déléguées. Voilà, et ça fait l'objet de négociations, etc. Et c'est en définitive cet exercice qu'on n'arrive pas à faire, mais il faut qu'on se mette d'accord, il faut qu'on explique. Alors, je veux dire qu'en France, on n'explique pas. Dans l'enseignement, en troisième, dans le cours dit d'instruction civique, le fil rouge, c'est la République. Voilà, la République et ses valeurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et quand je rencontre parfois des lycéens, voire des étudiants, je leur demande toujours, mais alors, qu'en est-il de la démocratie, etc. Donc, ma réponse spontanée, c'est la République. Voilà. Et après, je dis, ouais, mais vous savez quand même qu'on est en alliance étroite avec des royaumes, des reines, des rois, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, en Europe? Très souvent, on me répond que ce n'est pas des démocraties. Voilà, il faut être solidement assis dans ce déficit de connaissances qu'on rencontre à ce niveau-là. Bon, et puis, on n'a pas la même vision entre ceux qui veulent une Europe puissance, c'est ceux qui sont dans la partie haute de mon graphique, et ceux qui ne veulent qu'une zone de libre-échange. Alors, le fait que les Britanniques soient partis, ça simplifie notre schéma, mais ça fait quand même qu'on n'est pas tous alignés. Et il faut qu'on s'aligne. Mais ça va durer encore quelques dizaines d'années. Il ne faut pas se faire d'illusions pour ramener toutes ces aiguilles-là, pour en avoir plus qu'une ou une très épaisse ou pas trop éloignées les unes des autres. Mais il y a encore énormément de travail à faire à ce niveau. Et puis vous voyez que nous, Français, nous sommes dans un coin qui fait que personne ne partage la même vision que nous. Mais quand nous, on parle d'Europe, on parle de cette vision-là, dans le coin en haut à gauche. Et les autres nous disent, non, mais ce n'est pas du tout ça qu'on veut. Oui, il faut... Voilà. Et puis maintenant, je termine là-dessus, sur les menaces. Pour avoir de la paix à l'extérieur, il faut d'abord avoir de la paix à l'intérieur. Ça veut dire qu'effectivement, il va falloir qu'on règle le problème interne des populismes, de l'illibéralisme, du national-conservatisme qui se développe dans tous les pays européens. Pour ne pas parler du fascisme. Voilà. Ça, c'est la donnée fondamentale. Paix à l'intérieur égale paix à l'extérieur. Vous voyez que les menaces à l'extérieur sont plus ou moins de nature différente. Le Brexit, ce n'est pas la même menace que M. Poutine ou M. Erdogan. Le terrorisme, c'est très différent des migrations économiques ou des USA, etc. Mais tout ça, effectivement, ce sont nos menaces. Merci pour votre attention.
hein. Et maintenant, me ferai un grand plaisir de répondre à toutes vos remarques, vos objections, vos questions, etc. Merci beaucoup. Richard, si tu es d'accord, je vais d'abord te lire ce qui sont les messages arrivés dans le chat. Oui. Ça te convient? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Pour la première partie dans le chat, il y a au fait un dialogue entre Solène et Frédéric. Solène dit qu'il manque dans le défi quelle position à prendre face à la Turquie, mais tu as traité le sujet de la Turquie juste après avoir posé cette question. Et Frédéric qui dit l'état de droit, c'est que l'État n'a pas tous les droits. À quand une organisation européenne en matière de défense, davantage détachée de l'OTAN, donc plus autonome? L'arrivée de M. Biden à la Maison-Blanche doit être l'occasion de se saisir de cette question, dont la question turque. La Turquie est-elle membre de l'Alliance Atlantique, mais fricote avec Poutine? Et Solène qui répond, effectivement, mais Pologne, Hongrie, etc. préfèrent rester avec les États-Unis et dans l'OTAN. Et la brigade franco-allemande n'est toujours restée qu'une brigade. Ensuite, il y a Frédéric qui répond, personne n'a jamais songé ou osé remettre en question la Pax Americana en Europe et les USA jouent évidemment. Voir le surinvestissement américain en Pologne en matière militaire. Et Solène qui répond, entièrement d'accord, les USA ont tout intérêt à garder les Européens séparés. Armin Laschet, son affaire avec Fanlac. Ça concerne la première partie de ton intervention. Mais au fait, dans le traité de l'Élysée, dans le préambule, si je me rappelle bien, il y avait déjà cette question des relations entre l'Allemagne et les États-Unis qui n'a pas été traitée dans le traité proprement dit, mais qui a dû être rajoutée sur demande de certains membres du Bundestag qui avaient peur de s'engager davantage en matière franco-allemande ou européenne. Alors, on s'arrête là? Oui, après, oui, alors, il y a quelques remarques concernant la deuxième partie. Oui, oui. Bon, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été fait dans ce dialogue entre deux participants. Hein. L'État de droit n'a pas tous les droits. Oui, absolument, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons une Convention européenne des droits de l'homme. Hein, et que ça, effectivement, cette Convention européenne des droits de l'homme définit pour nous très clairement quelles sont les limites de l'État de droit. Et chose tout à fait extraordinaire en Europe, c'est que nous avons aussi une Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg qui juge les différends quand effectivement un citoyen ou une citoyenne n'est pas d'accord sur une législation nationale qu'on lui applique dans le cadre de poursuites pénales, elle peut aller faire vérifier, cette citoyenne ou ce citoyen, faire vérifier par un tribunal interne européen si la législation en question est conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Ça n'existe qu'en Europe, ça n'existe nulle part ailleurs. Et quand j'explique ça à des étudiants américains qui viennent de temps en temps chez nous en université d'été ou des universités de Georgia Tech Europe qui est basée à Metz, c'est tout juste, ils ne grimpent pas au rideau de la salle de réunion quand je leur dis ça, parce que pour eux, c'est inconcevable que des juges étrangers disent au souverain national, qui est le Parlement, qui fait les lois, qu'il fait de mauvaises lois. Et moi, je leur réponds, ben, c'est notre avance en matière de technologie démocratique. Nous sommes en avance sur vous. Parce que des lois comme celles que vous avez, comme le Patriot Act, par exemple, elle aurait été invalidée par la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Et que ça, effectivement, c'est une avancée importante qui nous fait que, effectivement, l'État de droit n'a pas tous les droits et qu'il est limité dans l'exercice et que nous admettons que des juges européens non nationaux contrôlent notre souverain qui est par délégation notre législateur.
Voilà, ça, je pense que c'est important de le rappeler. Sur la Pax Americana, effectivement, c'est un vieux débat entre la France et l'Allemagne. Ce débat n'est pas résolu, c'est tout à fait évident, hein. C'est vrai que Barbara l'a rappelé, c'est depuis le traité de l'Élysée, hein, où il a fallu modifier parce que effectivement, le Bundestag avait peur que ce traité puisse nuire à la relation transatlantique. Il faut dire que en fait, ces dernières années, avec l'arrivée de M. Trump, qu'on voit une évolution notable chez nos amis allemands, notamment dans les les trois grands partis et quatre grands partis européens, politiques, de dire effectivement, il faut sans doute reconfigurer la relation transatlantique. On ne peut plus effectivement faire confiance totalement aux États-Unis. Les États-Unis ont fait le pivot vers le Pacifique parce qu'ils ont là-bas une puissance qui les menace directement, hein, qui s'appelle la Chine. Hein. La Chine va avoir dans 10 ans la première marine mondiale, hein, plus de porte-avions dans 10 ans que les États-Unis. La Chine fait des manœuvres depuis plusieurs années en mer Méditerranée. La marine chinoise est en permanence présente en mer Méditerranée pour assurer la sécurité, hein, des voies maritimes, fondamentales pour la route de la soie. Les dernières manœuvres qu'ils ont fait, les Chinois, récemment, c'était en mer Baltique. Hein, vous savez, celle qui est à l'est, là-bas, vers la Russie, la Pologne, etc. Oui, en mer Baltique, ils viennent nous faire des manœuvres en mer Baltique. Hein. Voilà. Alors, si ça, ce n'est pas une menace, hein, ben, je ne sais pas comment on peut taxer ça. Alors, vous voyez, c'est la raison pour laquelle M. Obama a fait ce qu'on appelle le pivot vers le Pacifique, hein, en disant, ma menace est là-bas et je me concentre là-dessus. Vous, Européens, vous êtes suffisamment riches pour assurer votre sécurité, votre défense tout seul. Voilà. La seule chose qui, effectivement, on a encore besoin, hein, c'est effectivement le parapluie nucléaire. Nos forces françaises nucléaires ne peuvent pas prétendre à faire la sécurité de l'ensemble de l'Europe. Nous pouvons défendre notre territoire national, mais et vous savez bien, l'arme nucléaire est une arme qu'on ne doit pas utiliser. Hein. C'est justement ce qui évite que les autres nous attaquent. Mais c'est une dissuasion. Mais c'est vrai que la présence de l'Amérique sur le plan nucléaire est nécessaire, surtout si les traités ne sont pas renouvelés. Alors, New Start dont je vous ai parlé, je vous ai dit, il arrive à échéance, peut-être que Biden va le reconduire, parce que ce n'est pas un traité où l'Europe est partie prenante, hein. Ça se passe au-dessus de nous, hein. C'est entre les Russes et les Américains. Et les Américains, Trump disait, on ne le renouvelle pas parce que la Chine n'y est pas, et que la Chine doit y être. Voilà. Sauf que les Chinois ont une doctrine nucléaire qui est très différente de la doctrine russe et américaine, c'est que les Chinois se sont engagés à ne pas être les utilisateurs, les primo-utilisateurs de l'arme nucléaire, et qu'ils n'ont pas le nombre d'ogives nécessaires pour être un primo-utilisateur. Ils sont là comme la France, pour dissuader. Et donc, ils disent, on ne peut pas rentrer dans un traité de limitation des armes. Hein, si par exemple on dit dans le traité on réduit de 30% nos ogives nucléaires, bah, nous on n'en a plus, quoi. Hein, voilà. Hein, ça ne peut pas être une négociation, un deal de cette nature-là. Donc c'est ça qui est compliqué. Hein. Mais sinon, il faut vraiment qu'on prenne au sérieux notre sécurité et notre défense. Voilà ce que je voulais répondre sur cette première partie, parce que je pense qu'il doit y avoir aussi un certain nombre d'interventions sur la deuxième partie. Il y a maintenant une deuxième partie. Il y a Solène qui demande pourquoi ne pas signaler davantage là où l'Allemagne et la France travaillent bien ensemble et ce qu'ils développent ensemble et comment ils ont porté l'Europe et portent l'Europe actuellement. Pour la première fois, l'Allemagne a accepté une mutualisation de la dette pour soutenir les économies en Europe. Soyons plus positifs, vive l'amitié franco-allemande.
Il y a Peter Vézard qui dit « Merci pour cette analyse peu commune. Une question. Le ras-le-bol des maires de France par rapport aux décisions centralisées mal adaptées au territoire ne ferait-il pas penser que la France serait prête à une reconfiguration en République fédérale ?» Il y a Frédéric qui dit « Un État centralisé qui fonctionne vaut mieux qu'un État décentralisé qui fonctionne mal. On notera que la décentralisation à la française a fait augmenter la dépense publique et l'endettement public. La coopération franco-allemande a besoin d'une France plus forte économiquement, car on constate que le déséquilibre entre les deux pays est devenu un réel danger. Le président Macron et la chancelière Merkel ont raccroché les wagons avec le traité d'Aix-la-Chapelle. C'est bien, mais le risque de décrochage est aujourd'hui réel. Il y a Gabriel qui dit « Il convient peut-être de préciser que la CEDH est une institution du Conseil de l'Europe et qui n'a rien à voir avec l'Union européenne. » Et Frédéric qui dit « L'espionnage des SMS d'Angela Merkel par la CIA a-t-elle peut-être ouvert les yeux de certains ?» Voilà pour le moment. Ok, très bien. Bon, oui, bien sûr, j'aurais pu réenchanter l'Europe en racontant comment la France et l'Allemagne travaillent bien depuis quelques mois. Parce que c'est ça, la France et l'Allemagne travaillent bien en Europe depuis quelques mois. Hein, je vous ai dit au départ que toute proposition faite par la France, depuis que M. Macron est arrivé au pouvoir, a été freinée ou refusée par le gouvernement allemand. Il faut être clair quand même. Hein. Alors c'est vrai que tout à coup, Mme Merkel a compris le danger de la pandémie, qui était l'éclatement de l'Union européenne, hein, et l'effondrement des marchés européens pour l'industrie allemande, alors que les exportations allaient être de plus en plus difficiles vers la Chine et vers les États-Unis. Voilà, c'est ça qui explique ce revirement, hein, que je suis très content qu'il ait eu lieu, enfin lieu. Hein. Mais on ne doit pas chanter le réenchantement franco-allemand de l'Europe, parce que ce n'est pas, hélas, pas la réalité. Moi, je vais essayer de vous montrer où étaient les problèmes, parce que c'est là-dessus qu'on doit débattre. Débattre sur ce qui marche bien, ce n'est pas fondamental. Mais par contre, débattre sur ce qui ne marche pas, c'est ça qui nous fera avancer. Bon, alors la France, une fédération, mesdames, messieurs, mes petits-enfants ne connaîtront pas ça. Hein. J'y crois pas. Hein. Non, 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 on ne réécrit pas l'histoire. Hein. On ne réécrit pas l'histoire. Non, ce qu'il faut, c'est effectivement repenser notre millefeuille politico-administratif, peut-être revenir sur cette carte qui a été tracée avec un crayon papier et une gomme sur une table de l'Élysée, hein, comme le Premier ministre vient de le dire à Strasbourg, à la grande satisfaction des Alsaciens, mais avec au désespoir du Grand Est. Hein. Et, évidemment, non, je pense qu'on avait suffisamment d'études, hein, qui montrait ce qu'il aurait fallu faire dans l'organisation, effectivement, entre les communes, les communautés de communes ou les agglomérations ou les métropoles, les départements, les régions et l'État central et l'Europe. Hein. C'est évident que c'est clair qu'il faut revoir tout ça. Ça peut se faire, mais quand on sera sorti, hein, enfin disons quand on sera qu'on naviguera à nouveau dans des eaux stables et calmes, hein, on pourra faire ça. Hein. Bon, effectivement, dans ma fougue, je n'ai pas dit que la Convention européenne des droits de l'homme, c'est l'œuvre du Conseil de l'Europe à Strasbourg, cette autre organisation européenne qui est basée en France, hein, et qui est plus ancienne que l'Union européenne. Hein, et que le tribunal, effectivement, c'est celui du Conseil de l'Europe. Mais sachez quand même que l'Union européenne a adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme. Hein, voilà. Donc, il y a bien une unité sur l'ensemble du territoire européen, que ce soit pour l'Union européenne et les membres du Conseil de l'Europe,
en matière de droits de l'homme. Le Conseil de l'Europe, pour ceux qui ne le savent pas très bien, 47 États membres, tous les États européens, sauf la Biélorussie. Pourquoi? Parce que la Biélorussie n'est pas une démocratie, hein, et que ça, c'est la condition sine qua non. Un des pays, les derniers arrivés, ça fait toujours un peu sourire, c'est un rocher au sud de la France, hein, vous voyez, avec un prince, hein, Monaco. Hein, parce que très longtemps, Monaco a demandé son adhésion au Conseil de l'Europe, mais le prince avait du mal à ne plus vouloir désigner personnellement les députés du Parlement. Hein, voilà. Maintenant, il est fait élire et donc il est rentré dans la mécanique démocratique et Monaco a pu adhérer. Bon, on a fait une erreur dans les années 90 en admettant la Russie. La Russie n'est pas compatible avec les valeurs de la démocratie, tout simplement. Hein, voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est un gros problème pour le Conseil de l'Europe. Mais il faut quand même se féliciter, je le dis au passage, que le Conseil de l'Europe a désigné l'année dernière une nouvelle secrétaire générale qui est une Croate et qui a démarré sa carrière dans une ONG qui s'appelle la Maison de l'Europe de Zagreb. C'est pas mal pour le temple de la démocratie et des droits de l'homme. C'est chouette. Mais il y a peut-être d'autres questions de participants qui n'ont pas utilisé la messagerie. Non, pour le moment, les questions de la messagerie sont terminées. Donc, si vous avez d'autres questions, faites-nous un signe de la main et on vous donnera la parole. Oui, j'avais juste une petite précision. Bonjour Richard. Salut Raymond. Tu dis que la Biélorussie ne fait pas partie du Conseil de l'Europe parce que ce n'est pas une démocratie, mais également parce qu'elle n'a pas aboli la peine de mort. Oui, non, mais c'est le débat qu'on a avec les Russes. Hein. Les Russes n'ont pas aboli la peine de mort, ils l'ont suspendue. Hein. Et les Polonais ou autres Hongrois, ils seraient prêts à la rétablir s'il n'y avait pas le verrou du Conseil de l'Europe. Hein. Et c'est une raison pour laquelle Erdogan n'a pas rétabli la peine de mort alors qu'il en avait fortement l'envie, c'est qu'il savait qu'il quittait automatiquement le Conseil de l'Europe. Voilà, et qui n'avait plus de chance d'adhérer du tout à l'Union européenne. Mais bon, aujourd'hui, il ne veut plus adhérer, hein, que les choses soient claires. Mais le Conseil de l'Europe, pour lui, c'est quelque chose d'important parce qu'il s'en sert. Donc, oui, non, mais parce qu'il a besoin d'une communauté internationale dont il est membre. Hein. Mais l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, c'est du passé. Hein. Simplement, personne ne veut prendre la décision pour dire qu'on arrête les négociations. Donc, on fait de la gesticulation dans tous les sens. Mais derrière, on ne négocie plus depuis des années entre l'Union européenne et la Turquie. Il y a Daniela qui a encore laissé un message qui dit merci pour cette intervention intéressante, Richard, pour toute l'organisation et bonne soirée à tous. Merci, Daniela. Merci. D'ailleurs, peut-être une information qui est quand même liée à notre sujet d'aujourd'hui. Vendredi, c'était la journée franco-allemande dans le cadre de laquelle nous avons la FAFA Bretagne et le GEFA et le CRS ont organisé cette soirée. Et vendredi, le président Macron et le Bundespräsident Steinmeier ont accepté le haut patronage de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il y a Sébastien qui dit merci Richard pour ces points toujours intéressants et stimulants. Merci Sébastien, merci. Moi, j'aurais une question. Oui, Christina. Bonjour, je suis Christina Rüther. Je viens d'avoir lu ce week-end un commentaire de Michaela Wiegel dans le FAZ qui parlait alors autour de la journée franco-allemande. C'était notamment l'Assemblée parlementaire franco-allemande qu'elle a souligné, où elle disait qu'elle devient de plus en plus important pour faire aussi avancer les exécutifs. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Oui, on espère.
Parce que c'est trop récent. Hein, c'est trop récent. Effectivement, ils se sont réunis en fait la semaine dernière, mais on n'a pas encore, du moins moi je ne les ai pas encore pu consulter le relevé des décisions et des discussions qu'ils ont faites. Mais c'est vrai que c'est un outil qui peut effectivement rapprocher les points de vue français et allemands. Mais c'est difficile. Hein. Il faut quand même le voir parce que nous n'avons pas les mêmes traditions, les mêmes principes, etc. Je suis très souvent obligé d'expliquer aux Français que Mme Merkel n'est pas le chef du gouvernement allemand, comme la presse française le dit sans arrêt. Hein. Madame Merkel, elle est la coordinatrice du gouvernement fédéral allemand. Et que quand un ministre prend une décision dans le cadre de ses attributions, elle ne peut pas la réformer. Elle est obligée de vivre avec. Aucun ministre français ne prend une décision d'importance sans l'aval de l'Élysée. Ah ouais, mais c'est intéressant. Mais le chef de l'exécutif en France, ce n'est pas le président de la République. Constitutionnellement, c'est le Premier ministre. Mais on va aller plus loin. Qui négocie au nom de la France à Bruxelles ? Le président de la République. Sur quelle base constitutionnelle ? Aucune. Aucune. Il n'est pas légitime. D'ailleurs, il va à Bruxelles sans dire ce qu'il va faire. Il revient de Bruxelles sans vraiment nous informer. Madame Merkel, quand elle va à Bruxelles au sommet, elle va au Bundestag le matin pour aller l'après-midi à Bruxelles. Et elle se fait donner un mandat de négociation. Et quand elle revient de Bruxelles, elle va au Bundestag pour rendre compte. Ouais, pour rendre compte au Parlement. Le président de la République française ne peut pas rendre compte au Parlement parce qu'il n'y a pas le droit d'entrée constitutionnellement. Parce qu'il n'est pas compétent pour faire ça. Mais nous remettons absolument pas ça en cause. Il y en a un qui a essayé, c'est Emmanuel Valls. Emmanuel Valls a dit, quand il était Premier ministre, « Je vais aller à Bruxelles ». Alors, il a fait la tournée des grands chefs à Bruxelles, il a fait une conférence de presse. À la conférence de presse, il y avait plus de membres du cabinet d'Emmanuel Valls que de journalistes présents. Le Premier ministre français n'existe pas à Bruxelles. Et Emmanuel Valls en a fait la preuve concrète. Nous avons des dysfonctionnements constitutionnels, mais qui ne nous empêchent pas absolument de donner des leçons aux autres. Hein, voilà. Donc, il y a des traditions différentes, il y a des principes différents, aussi en matière de défense. Hein. En matière de défense, le président de la République peut déclencher une guerre pendant 6 mois sans rendre compte au Parlement, sans demander l'autorisation du Parlement. Madame Merkel, elle ne fait sortir aucun soldat d'une caserne allemande sans l'accord formel du Bundestag. Eh oui, c'est une armée, effectivement, de citoyens et de citoyennes, voilà, qui sont sous la responsabilité, l'armée est sous la responsabilité du Parlement. Voilà. En France, elle est sous la responsabilité du chef des armées, qui est le président de la République. Ça, c'est constitutionnel. Mais il faut quand même voir que nous ne sommes pas une démocratie parlementaire. Le général de Gaulle ne l'a pas voulu. C'est lui qui a imposé ça. Effectivement, on peut déclencher des guerres sans l'aval du Parlement. Il y a encore des remarques dans le chat. Il y a Ulrich qui dit merci Richard pour cette très intéressante conférence. Cela nous fait bien réfléchir. De toute façon, Ulrich, j'aimerais que tout à l'heure, toi et Gérard, vous tiriez quelques conclusions de cette soirée. Et il y a Gabriel qui dit le fondement constitutionnel d'une participation exclusive du président à l'occasion des relations européennes pourrait-il résulter du domaine réservé au président en matière de politique étrangère? L'Union européenne reste une organisation internationale sui generis. Oui, non, mais le domaine réservé du président de la République, c'est quelque chose qui est un périmètre qui évolue à chaque élection du président de la République. Le général de Gaulle, il n'a jamais été négocié à l'époque à Bruxelles.
il a imposé la PAC. Hein, la PAC, c'est De Gaulle. Hein, il a imposé la PAC, mais ce n'est pas lui qui allait à Bruxelles. Il a envoyé les ministres compétents ou le Premier ministre. Hein. C'est au fur et à mesure que les présidents de la République française ont attiré vers eux et défini ce domaine réservé avec des frontières de plus en plus flexibles, de plus en plus souples, mais qui n'ont aucun ancrage constitutionnel. Donc, il y a Gabriel qui disait le fondement constitutionnel d'une participation exclusive du président à l'occasion des relations européennes pourrait-il résulter du domaine réservé au président en matière de politique étrangère? L'Union reste une organisation internationale sui generis. Oui, oui. Ensuite, c'est bien. Non, je prends ça, puis après on continue. Okay. Alors, organisation sui generis, ça c'est un débat entre constitutionnalistes qui de facto n'est pas intéressant. Parce que regardez la construction européenne, regardez la gouvernance. Vous avez quoi? Vous avez d'un côté un parlement élu au suffrage universel direct. Voilà, chambre basse. Vous avez une chambre haute qui est la représentation des territoires, c'est-à-dire c'est les gouvernements qui sont représentés dans la chambre haute législative, exactement comme le Bundesrat en Allemagne. C'est exactement la même constitution. Donc, vous avez un législateur à 2 chambres. Voilà. Vous avez un exécutif qui s'appelle la Commission européenne. Et cette Commission européenne, effectivement, elle assure l'exécution des décisions législatives. Donc, on a tous les éléments de fonctionnement d'une fédération. Mais bon, pour ne pas froisser des Français, pour ne pas froisser celui-là, pour ne pas froisser celui-là, on dit sui generis, personne ne le comprend en dehors des juristes qui ont fait du latin. Mais la réalité, elle est là, la réalité. Et alors, on a un sommet européen qui, lui aussi, dépasse totalement ses attributions de ces dernières années. Le sommet, c'est Giscard et Helmut Schmidt qui l'ont inventé parce qu'ils trouvaient que l'Europe n'avançait plus. Et ils voulaient donner des impulsions. C'est ce qui est écrit dans les traités. Le sommet doit se réunir 2 à 3 fois par an pour donner des impulsions. Aujourd'hui, il gère les affaires courantes à la place de l'exécutif parce qu'il se réunit 2 ou 3 fois par mois. Voilà. Et il ne fait plus pas que donner des impulsions. Donc, effectivement, on a cette construction qui n'est pas terrible. Voilà. Mais on a tous les outils. On a un tribunal qui gère les conflits, ou du moins qui tranche les conflits s'il y a des conflits. Donc, on a tous les outils d'une gouvernance fédérale qui ne dit pas son nom et qu'on cache effectivement derrière cette appellation abscon de sui generis. Il faut enfin dire la vérité à nos concitoyens. Voilà, Richard, il y a encore 2 remarques. Il y a Peter Vizard qui dit « On a presque envie de demander à Richard d'expliquer la France aux Français. La plupart d'entre nous ne savent point tous ces détails essentiels. » Et il y a Frédéric qui répond « Les Français préfèrent ne pas savoir et se croire les meilleurs du monde en tout. » Non, mais il y a une explication. C'est pour ça que je vous ai parlé de la représentation des médias à Bruxelles. Du fait qu'on n'a quasiment pas de journalistes à Bruxelles, on ne se compare pas. Voilà. Et c'est pour ça qu'on croit qu'on est les meilleurs. Parce qu'on ne se compare pas suffisamment. En Allemagne, moi je lis aussi quelques médias allemands, on a l'habitude de se comparer. Parce que les compétences sont dans les rédactions pour faire ça. En France, on n'a pas les compétences, on ne sait pas où trouver l'information. Quelle serait la situation en Allemagne? On ne sait pas où trouver. Des journalistes qui sont passés par Bruxelles, ils savent où trouver la bonne information. Voilà. Donc, c'est ce défaut de comparaison. Et en ce qui concerne le fonctionnement de la France et de l'Europe en général, soyez fiers de pouvoir dire à tout le monde que l'Union européenne, de la plus petite des communes françaises jusqu'à Bruxelles, c'est de la démocratie à tous les étages.
et qu'une construction de cette nature, ou de la plus petite des communes, la plus petite des communautés de base, jusqu'à son sommet européen, on peut dire que partout, il y a de la démocratie. Ça n'existe qu'en Europe et nous ne sommes pas assez fiers. Celui qui l'a compris et celui qui a compris tout ce qu'on a réalisé, malgré toutes nos différences, hein, c'est Obama quand il est venu faire ses adieux à l'Europe, c'était à Göttingen, à Hanovre. Son discours est extrêmement intéressant. Il y a 4 pages, format A4, où il nous dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas fiers de ce que vous avez réalisé ?» Moi, je vais vous lister tout ce que vous avez réalisé depuis 70 ans. Et je ne comprends pas que vous ne soyez pas fiers. C'était le meilleur discours que j'ai entendu ces 20 dernières années sur la conquête de l'Europe et le fait qu'on travaille bien ensemble pour ceux qui voulaient que je sois plus positif. Lisez Obama et vous saurez tout ce qu'on a réussi ensemble, hein. Mais on ne le défend pas, on ne le vend pas et surtout on ne l'exporte pas, hein. Moi, je serais content que ce soit nous qui ayons exporté le modèle social et que nous ayons dit « Ah ouais, mais la travailleuse pakistanaise qui nous fait nos t-shirts, elle doit en parité de pouvoir d'achat gagner la même chose que la couturière française qui ferait le même travail. » Trump l'a imposé, nous ne l'avons pas fait en 70 ans. Merci Richard. Est-ce qu'il y a d'autres questions, idées, propositions? Dans le chat, je ne vois plus de remarques. Peut-être Ulrich et Gérard pour quelques mots de conclusion. Gérard, tu veux commencer ou... Oui, merci Richard. On a eu l'occasion plusieurs fois dans des réunions, dans des comités de jumelage du Grand Est de t'écouter. Donc, connaissez un peu tout ce que tu as présenté, avec chaque fois une bonne actualisation. Et je crois que toutes les personnes qui étaient là ce soir ont appris quelque chose et ont tout lieu, disons, de peut-être retransporter un certain nombre de choses vis-à-vis de leur organisation respective. Voilà. Et merci et bonne soirée. Oui, bon, merci Richard, bien évidemment. Et puis, j'espère que tu retrouveras le chemin en Bretagne pour nous apporter de lumière. Mais je suis en même temps contente que ça va au-delà et que dans tout notre hexagone, on a pu participer à tes éclaircissements. Je pense que ta conférence nous a montré de nouveau combien il y a encore de chemin à faire sur ce chemin de l'Europe. Et ta conclusion, combien on peut être fier, mais on n'y est pas encore. Il y a beaucoup de choses à faire. Et l'autre point que je voudrais souligner, qui a été dit aussi dans le chat, on a beaucoup à apprendre. La France et l'Allemagne ne sont pas si semblables qu'on pense. Et notre travail en tant qu'acteur de base du franco-allemand, il doit aussi prendre en compte ce grand trou, ce manque de connaissances. Donc, nous avons beaucoup de travail. Et heureusement que nous pouvons compter sur des personnes comme toi pour nous aider. Merci. Bien, écoutez, vive l'union dans la diversité. La conférence restera sur la page Facebook, donc elle sera visible et elle arrivera très prochainement aussi dans la page YouTube de la FAFA pour l'Europe. Merci à toi, Richard, pour cette très belle conférence, très riche, comme d'habitude. Voilà. À bientôt. Merci à tout le monde et à la prochaine